Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Bon, je ne sais pas comment le dire, je crois que le monde part un peu en sucette. Et du coup, c'est important de parler de géopolitique, c'est important de comprendre quand même la marche du monde, la manière dont les dynamiques évoluent. Et il faut le faire bien, et donc j'ai l'immense plaisir de vous offrir aujourd'hui une conversation avec Pierre Rasky, que vous connaissez sans doute parce qu'il officie sur France Inter comme l'expert de la géopolitique dans la matinale de France Inter. C'est surtout l'ancien président de Reporters sans frontières, quelqu'un qui est né en Tunisie, qui est devenu expert de la zone Moyen-Orient, qui a beaucoup travaillé sur le continent africain et qui aujourd'hui nous propose de réfléchir à la marche du monde, aux fractures. On va parler des conflits. Il a écrit un livre sur la Palestine, d'autant que lui est d'origine juive. On parle évidemment du conflit en Ukraine. On parle de énormément de sujets. Pierre nous raconte des tonnes d'histoires et c'est passionnant, évidemment, comme à chaque fois. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Grégory. Comment ça va ? Très bien, merci. La première question, sans doute, c'est de savoir comment on passe de correspondant à président de Reporters sans frontières à décider de démocratiser la géopolitique sur France Inter. Alors il y a une cohérence, il y a un fil conducteur qui est d'abord un intérêt pour la chose internationale. Et il se trouve que moi je suis né en Tunisie, que ça joue dans mon appétence pour les questions internationales, parce que quand je suis à Paris, j'ai ce parcours qui commence dans un pays qui est aujourd'hui étranger, et que ça a été mon moteur toute ma vie professionnelle et personnelle d'une certaine manière, qui était d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la découverte du monde, d'aller à la tentative de comprendre le monde. Et en fait, il y a une anecdote qui est peut-être le point de départ de tout ça. Et ça se passe à Zanzibar en 1972. Donc ça fait un petit moment. Et je passe les détails, mais ma mère vivait en Tanzanie à l'époque. Et je me retrouve seul à Zanzibar, où il venait d'y avoir une révolution. Le dictateur local avait été assassiné, la parole commençait à se délier, et moi je décide de passer 4-5 jours dans cette île, qui est aujourd'hui un paradis touristique, mais qui était à l'époque complètement fermée. Et à partir du deuxième jour, les commerçants me reconnaissent dans la rue, parce qu'il y a très peu de visiteurs étrangers, et ils m'invitent à prendre le thé, le café, etc. Et il y avait des commerçants arabes, des commerçants africains et des commerçants indiens. Parce que Zanzibar a été une possession du sultanat d'Oman pendant des siècles. Il y a des commerçants indiens dans toute l'Afrique de l'Est, et il y a évidemment les populations africaines. Et je me retrouve, j'avais 18 ans, et je me retrouve avec des gens qui me racontent leur histoire de leur point de vue, et que ces histoires sont contradictoires. C'est-à-dire que chacun me raconte l'histoire de Zanzibar, l'histoire de la période qui vient de s'écouler, mais avec des récits qui sont complètement différents. Et je me dis, mais c'est ça qui me passionne, en fait, que j'ai trouvé intéressant, c'est essayer de donner du sens à des témoignages qui peuvent être contradictoires sur une réalité. C'est-à-dire de recréer pour un lecteur ou un auditeur lointain, qui n'a pas les clés, qui n'a jamais mis les pieds à Zanzibar et qui ne sait même pas où c'est, mais de lui faire vivre une histoire comme ça. C'est comme ça qu'est partie mon idée, mon désir de devenir journaliste sur les questions internationales, et singulièrement en Afrique, pendant la première partie de ma vie. Et de cette rencontre un peu accidentelle avec la fragilité du témoignage, avec l'histoire orale, avec ces récits qu'on te donne et tu te démerdes avec. Et voilà, et c'est ça qui m'a poussé à devenir reporter, puis correspondant, etc. Et Reporters sans frontières, c'est un saut logique dans la mesure où j'ai vécu dans des pays où la liberté de la presse était malmenée, sinon totalement inexistante, comme la Chine, et qu'il y a un moment où
quand on vous le propose, vous vous engagez pour essayer de la défendre et de défendre cette cause. Et pareil avec France Inter. Ça arrive à un moment de ma vie professionnelle où peut-être que je suis plus disposé à partager. Et en fait, cette chronique, je ne savais pas trop comment j'allais la faire vivre, mais elle est devenue effectivement un outil. J'emploie pas le mot démocratisation, mais plutôt de pédagogie. Mais c'est pareil, c'est-à-dire d'amener des clés de compréhension de la complexité. Et j'avoue que plus j'avance depuis que j'ai commencé cette chronique, plus le monde devient complexe. Et je me retrouve avec des gens que je croise un peu partout en France, lorsque je me déplace. Là, j'ai fait pas mal de voyages avec mon livre sur la Palestine il n'y a pas longtemps. Je me retrouve avec des gens qui me remercient parce que ils me disent que je leur apporte des clés de compréhension de choses. Voilà, ils se réveillent le matin, il y a une guerre de plus. D'où elle sort, pourquoi on n'en a pas les clés. En 3 minutes, c'est pas non plus. Il faut pas exagérer la portée de ce qu'on peut faire en 3 minutes, mais j'essaie de leur apporter au minimum la mise en cohérence d'événements qui semblent a priori surgir de nulle part. Tu parlais tout à l'heure, et tu as commencé comme ça, sur les différences de point de vue sur un conflit. En fait, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a le réel, et puis après, il y a des réalités, c'est-à-dire chacun a sa réalité. J'ai l'impression qu'en France, ou en tout cas, dans les pays, je vais commencer plus haut, dans les pays occidentaux, on a une réalité qui est relativement partagée, par exemple sur la Russie ou... sur Israël, c'est un autre sujet. Mais que les pays du Sud, ce qu'on appelle les pays du Sud aujourd'hui, ils ont une réalité qui a rien à voir. Est-ce qu'on n'est pas parfois, en Occident, en France, complètement à côté de la plaque par rapport aux problématiques géopolitiques globales ? Alors, je ne sais pas si on est à côté de la plaque ou si on est victime du fait que nous avons été les maîtres de l'histoire pendant longtemps. Et l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, les vainqueurs, pendant longtemps, ça a été nous. Les Occidentaux, au sens très large. Et qu'on est rentré dans une ère où ce n'est plus le cas, où le monde a changé de ce point de vue-là, aussi bien en termes de rapport de force politique, économique, mais aussi humain, et qu'on ne l'a pas vu venir et on ne l'a toujours pas compris. Et de ce point de vue-là, effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans ma vie en vivant à l'étranger, c'est à décentrer le regard, c'est-à-dire à regarder, à essayer de me mettre dans la tête des autres, non pas pour justifier ce qu'ils font, parce que y a des têtes dans lesquelles on n'a pas envie d'être, mais en tout cas pour comprendre ce qu'ils font et comment ils interprètent et comment ils réagissent à des événements communs à toute l'humanité. Et c'est là que ça devient intéressant et que moi c'est un des messages que j'essaie de faire passer dans ma chronique, c'est cette habitude de décentrer le regard et de faire comprendre. Mais le cas d'Israël et Palestine est très intéressant parce que il arrive juste après l'Ukraine et une des fractures qu'on rencontre dans le monde aujourd'hui et qui est majeure et qui est lourde de conséquences, c'est que une partie du monde nous renvoie, nous occidentaux, une véritable hypocrisie sur le fait qu'on invoque le droit international quand la Russie envahit l'Ukraine, mais on ferme les yeux quand Israël viole le droit international depuis des décennies dans le cas des territoires occupés. Qui se défendait. Non, je parle de l'occupation des territoires avant le 7 octobre. Et donc, ce deux poids, deux mesures qui est le reproche traditionnel fait à l'Occident, il a une part de vérité, mais surtout, il est aujourd'hui la clé de voûte de la lecture que font des rapports internationaux une partie des populations du Sud. Et nous, non seulement nous ne partageons pas ce point de vue, nous occidentaux, je parle du grand public et même des dirigeants, du discours dominant, disons, mais en plus, on ne comprend pas qu'une partie du monde ne nous suit pas sur ce terrain. Et donc, il y a urgence à prendre conscience du fait que le monde aujourd'hui a une diversité de regards et que si on ne comprend pas comment pense
les autres, entre guillemets, on sera bien à mal de trouver des réponses aux crises multiples auxquelles on a à faire face. Donc ça fait partie des choses que, peut-être pour reprendre la question sur comment on passe de l'un à l'autre, de la cohérence avec mon passé, c'est-à-dire le fait d'être... Quand on est correspondant, parce que moi j'ai fait un peu tout dans ce métier, la chose qui m'a apporté le plus, c'est d'être correspondant. Parce que correspondant, on s'immerge complètement dans un pays. On essaie d'en comprendre tout, de la culture des petits pois jusqu'à la géopolitique. Et chaque expérience de la vie quotidienne vous apporte un degré de connaissance de plus. Quand j'étais à Jérusalem, j'habitais sur la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest, et j'achetais mon lait du côté israélien et mon pain du côté palestinien. Et le simple fait de traverser la rue me faisait changer d'environnement, de culture, de musique, de langue, d'ambiance politique aussi. Et c'était des petites expériences de la vie quotidienne qui enrichissent la compréhension. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert comme ça au fil du temps. Et c'est vital pour comprendre le monde d'aujourd'hui, je pense, d'avoir cette capacité de se mettre dans la tête de l'autre. On va reparler d'Israël-Palestine, mais un des éléments, et justement, je voulais te poser la question sur l'Afrique du Sud, parce que tu y as habité. Et à l'époque de l'apartheid. Voilà, c'est ça, et c'est ça qui m'intéresse, justement. C'est quoi le poids c'est l'accusation, ou en tout cas des charges qui sont posées à la Cour internationale de l'Afrique du Sud sur Israël, quand on connaît leur passé, sachant que c'est des pays qui étaient proches d'une certaine manière, en tout cas à un certain moment dans leur histoire. Enfin, dans leur histoire. Alors, ils ont été proches à l'époque de l'apartheid, puisque le gouvernement d'Afrique du Sud, il y avait une sorte d'alliance des parias. Ils étaient très proches de l'Iran, du Shah d'Iran. Par anticommunisme, en fait, c'était le lien entre eux. Et ils étaient très proches d'Israël aussi. Le mot apartheid, qui est très chargé, qui est lourd à porter, il est mal interprété souvent parce que quand on dit Israël commet un crime d'apartheid, les gens disent mais pas du tout, regardez, promenez-vous à Tel Aviv ou en Galilée ou à Nazareth ou à Haïfa et vous verrez bien qu'il n'y a pas d'apartheid. Sauf que l'accusation, elle ne porte pas évidemment sur l'Israël de 48, elle porte sur les territoires occupés. Et dans les territoires occupés, moi je mets au défi quiconque de ne pas trouver des signes et des traces d'apartheid dans les territoires occupés. Moi, je suis allé, j'ai consacré un chapitre entier dans mon livre à la ville d'Hébron, qui est sans doute l'épicentre de la colonisation de la Cisjordanie, qui est un lieu religieux, politique extrêmement important, central. Hébron vit dans une situation d'apartheid. Il y a un tiers de la ville qui est interdite aux Palestiniens. Il y a des rues dans lesquelles les Palestiniens n'ont même pas le droit de passer à pied. Même en Afrique du Sud, ça ne s'est pas fait. Il y avait des quartiers où ils n'avaient pas le droit d'habiter ou de travailler. Il n'y avait pas d'endroit où ils ne pouvaient pas passer. Et donc, il y a des rues, des routes de contournement pour aller d'une colonie à l'autre qui sont interdites aux voitures palestiniennes. Moi, je veux bien voilà, les mots, c'est vrai que les mots sont piégeux souvent, mais là, en l'occurrence, le fait que l'Afrique du Sud ait porté cette accusation a évidemment un poids symbolique important, et c'est en plus la première fois quand même. Il faut bien, c'est marqué d'une pierre, j'allais dire blanche, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est la première fois qu'un pays du Sud non concerné par le conflit, puisque l'Afrique du Sud n'a rien à voir avec le conflit du Proche-Orient, porte devant la justice internationale un sujet pareil. Et je pense que ça a une portée significative de ce nouvel ordre du monde qui se met en place de manière conflictuelle et confuse, parce que le poids de ces puissances régionales comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme le Brésil, etc., est de plus en plus important et a une dimension symbolique aussi qui est très forte. C'est quoi ce nouvel ordre mondial dont on parle ? Parce qu'en fait, moi, j'utilise cette expression de Sud global qui est plus ou moins partagée quand même, je pense, par des géopoliticiens, par des personnes qui s'intéressent au sujet. Mais c'est vrai que dans la tête des Occidentaux, on regarde les États-Unis, on regarde la Russie, on regarde la Chine quand même, mais le Sud global,
Enfin, pas vraiment en fait. Et en quoi ça est en train de modifier les rapports de pouvoir et pourquoi on devrait s'en soucier? Alors, il faut faire un petit peu de pédagogie. Je parlais de pédagogie tout à l'heure. On a plus que 3 minutes, donc tout va bien. Oui, exactement. L'ordre sous lequel on continue de vivre malgré ces évolutions, etc., c'est l'ordre qui a été établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945. On a la naissance des Nations Unies, on a la création de toutes ces institutions, le FMI, la Banque mondiale, etc. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est censé être l'organe suprême de la gouvernance mondiale, ce sont ce qu'on a appelé à l'époque les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Union soviétique, et les 3 Européens, et la Chine, pardon, les Britanniques et les Français, et la Chine, qui était à l'époque celle de Chiang Kai-shek, et qui le restera jusqu'aux années 70, pour être remplacée par celle de Mao. Mais ces 5 pays, ils sont les représentants d'une époque où il y avait encore les empires coloniaux. Il y avait 50 pays aux Nations Unies à sa création, il y en a 200 aujourd'hui. Donc le monde est complètement différent et on n'a jamais réussi, malgré plusieurs tentatives, de réformer tout ça. Parce que pour réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, il faut l'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU et chacun a toujours une bonne raison de refuser la moindre réforme. De partager le pouvoir. Oui, bien sûr. Et donc, il y a une frustration de plus en plus grande qui s'est installée de la part de grands pays, comme l'Inde par exemple, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, qui est une puissance importante, économique, politique, etc., et qui n'est pas au Conseil de sécurité, qui n'a pas la place qu'il mérite, mais pareil, il n'y a pas de pays africain au Conseil de sécurité, alors que l'Afrique du Sud et le Nigeria, par exemple, les 2 principaux pays, pourraient prétendre à jouer ce rôle, etc., etc. On peut parler du Brésil également. Et donc, cette frustration-là, elle s'est de plus en plus exprimée, et le concept de Sud global, il est trompeur parce que le mot global lui donne une cohérence. Or, il n'y a pas de cohérence d'organisation, d'accord sur des principes, ou même sur il n'y a pas une vision alternative ou une ligne alternative de gouvernance mondiale. Il y a une revendication qui est la même et qui est commune, qui est celle d'avoir sa place autour de la table. Et c'est ça qui manque. Donc le concept de Sud global, il est très utile pour comprendre que le monde a changé, comprendre que l'Occident ne peut pas prétendre au monopole du pouvoir dans ce monde. Il le sait et il le vit quotidiennement, mais le concept de Sud global aide à ça. Après, il y a des structures qui se mettent en place. Par exemple, les BRICS, qui sont nés au début des années 2000. Donc au début, c'était les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui sont devenus ensuite BRICS avec South Africa, l'Afrique du Sud, et qui aujourd'hui s'élargissent à de plus en plus de pays qui sont aussi pleins de contradictions. Quand vous mettez dans la même organisation l'Iran et l'Arabie Saoudite, etc., vous arrivez, ou l'Égypte et l'Éthiopie, par exemple, en ce moment, qui sont 2 pays qui ont été au bord de la guerre à propos des eaux du Nil. Vous créez pas un ensemble pareil, cohérent. C'est pas le pacte de Varsovie de l'époque de la guerre froide, mais ça envoie un signal. Ça envoie un signal que ce monde n'est plus tenable. Voilà. Et le deuxième signal que ça envoie, subliminal, c'est que si on n'accepte pas à un moment ou à un autre de remettre en cause ce monde, de se mettre autour de la table et de réinventer autre chose, c'est la Chine qui est en embuscade pour récupérer la mise, parce que la puissance dominante de ce Sud global, aujourd'hui, c'est la Chine, qui est le seul pays, malgré les efforts de l'Inde et de quelques autres, c'est le seul pays qui a, sur le plan économique, militaire, et même de la cohérence de sa vision politique, les attributs de la superpuissance. Même si là, c'est les fragilités qui sont colossales. Mais ce pays est le seul, aujourd'hui, à rivaliser avec les États-Unis pour
un leadership plus global que régional. Et c'est ça qu'on ne comprend pas souvent quand on regarde ce phénomène, c'est que si on garde la porte fermée, ce que disent les Américains, par exemple, les Américains ne veulent rien entendre là-dessus, ils sont assez... et ça le sera encore plus avec Donald Trump. Le résultat, c'est qu'ils pousseront une bonne partie des pays du Sud dans les bras de la Chine, qui n'attend que ça et qui, en fait, n'a pas grand-chose à faire pour engranger les bénéfices. Et du point de vue de la France, nous, on reste collés aux États-Unis, j'ai l'impression, en tout cas politiquement, géopolitiquement d'une certaine manière. Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à avoir une posture plus intelligente? Et je ne sais pas si c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron en disant on est pour l'un, on est pour l'autre, on dit que ce que fait Israël c'est pas bien, mais en même temps on leur vend des armes, on dit qu'on soutient l'Ukraine, mais en fait on soutient un peu la Russie quand même, enfin on essaie de... Et en fait du coup c'est une position qui n'est pas très claire. Alors, ce qui est compliqué dans le cadre de la France aujourd'hui, c'est qu'on pense en permanence à De Gaulle, disant, regardez, du temps du général de Gaulle, la France avait une voix, la France était... voilà. Le monde a sacrément changé et la capacité d'influence de la France a également beaucoup changé. Et donc, la France, elle a joué une carte depuis des années, qui est la carte européenne, c'est essayer de construire un ensemble cohérent européen qui peut prétendre à être un des pôles d'un monde multipolaire, dans un monde idéal. Et donc, ça impliquait une première chose, et c'est peut-être là qu'on tombe dans un piège, c'est que ça impliquait de baisser de quelques décibels la voix singulière de la France. Ça paraît paradoxal ce que je dis, mais il y a une chose qui est, quand on voyage en Europe, on se rend compte à quel point les Français sont à la fois souvent admirés, parce qu'on a une capacité d'existence internationale plus grande que le Danemark ou le... Typiquement de Villepin en 2003, quoi. Ouais, exactement. On est capable de dire non aux Américains. Et en même temps, ça agace beaucoup. Et si on veut créer un projet collectif, et si on prend par exemple la question de la défense européenne, qui est le sujet majeur, en fait, sur lequel on a bougé, mais pas assez vite, pas assez loin. Sur le sujet de la défense, tous les pays européens redoutent les éclats de la France. Et pour une raison simple, on n'a pas le même regard historique. Si on est français, le général de Gaulle nous a mis une chose dans la tête, c'est que nous avions la force de dissuasion et que nous n'avons rien à craindre, personne ne peut nous attaquer parce qu'on a la bombe, on a un sous-marin nucléaire qui est quelque part dans le monde en ce moment même avec des ogives nucléaires. Si quelqu'un nous attaque, on peut riposter de n'importe où dans le monde. Donc on a cette sorte de tranquille assurance qu'on n'a besoin de personne pour nous défendre. Vous êtes n'importe lequel des 26 autres pays d'Europe qui n'ont pas le nucléaire. C'est qui votre protecteur ultime ? Ce sont les Américains, c'est l'OTAN. Et donc, vous ne regardez pas... Très longtemps. Non, mais jusqu'à présent. Vous ne regardez pas le monde de la même manière. Et il y a quelques mois, j'ai eu une conversation très intéressante. C'était un déjeuner avec une première ministre du nord de l'Europe. On va rester flou. Et on était quelques journalistes. Et on n'arrêtait pas de lui dire, mais autonomie stratégique européenne, souveraineté, etc. Et à un moment, ça l'a agacée. Donc, elle a coupé court à la conversation. Et elle nous a dit, écoutez, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les Européens restent en Europe pour nous protéger. Et je la comprends, parce que c'est un pays qui a été sous domination soviétique pendant des décennies, et c'est pas la France qui les a sauvés du joug soviétique, c'est le fait que les Américains, pendant la guerre froide, ont tenu l'OTAN face à l'URSS, etc. C'est la lecture qu'elle en fait, que si ce pays est aujourd'hui démocratique, libre dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est grâce aux Américains. Et donc, de ce point de vue-là, on ne parle pas de la même chose. Et lorsque la France, pendant longtemps, a essayé de construire une défense européenne autonome, différente, séparée de l'OTAN, elle se faisait renvoyer dans les cordes par tous les autres, à commencer par les Allemands, en disant « vous allez faire fuir les Américains, et on ne veut pas de ça ». Et donc, la France, d'une certaine manière,
subit cette double peine qui est, qu'elle a un poids et une influence plus réduite aujourd'hui qu'à 20, 30, et a fortiori 40 ans dans le monde, et deuxièmement, qu'elle essaye de jouer un minimum collectif en Europe et que ça l'amène à, disons, montrer qu'elle est capable de jouer collectif et pas de se singulariser. Le cas d'Israël est intéressant parce que là, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel il n'y a aucune unité possible en Europe aujourd'hui. Il suffit de regarder les votes à l'ONU. Les Européens votent de 3 manières différentes. Il y a à chaque résolution, quel que soit le sujet, sur le Proche-Orient. Il y a ceux qui votent pour, ceux qui votent contre et ceux qui s'abstiennent. Et on est 27 pays, 3 positions. Alors, aller trouver un terrain d'entente pour une action commune, ça n'existe pas. Et la France qui a eu une politique assez audacieuse par le passé sur ce sujet, apparaît aujourd'hui totalement en retrait, pour 2 raisons. La première, c'est je pense que cette culture-là a disparu de l'exécutif français. Depuis longtemps, c'est pas simplement Macron. Je pense que la dernière partie de Chirac et puis surtout Sarkozy, Hollande et ensuite Macron ont éloigné la France de ces sujets plus extra-européens. Voilà. Et entraîné un alignement plus automatique sur Israël par suivisme des États-Unis. Je pense que De Gaulle, Mitterrand et Chirac ont eu des positions totalement autonomes, mais que ça fait 20 ans quasiment que ça n'existe plus. Et donc on le réalise aujourd'hui parce que le sujet est au centre de l'actualité, mais c'est pas nouveau. Mais alors, dans un contexte où Trump dit qu'il veut sortir de l'OTAN, et dans un contexte où le Sud global, je vais garder l'expression, se positionne quand même plutôt... alors, je ne sais pas s'ils sont pro-Russie, mais en tout cas, je serais très intéressé de comprendre leur posture, enfin, que tu puisses m'expliquer ou tu puisses nous expliquer la posture sur la Russie. Mais ils ne sont clairement pas pro-Israël. Enfin, je pense de manière assez générale. Pour le coup, je ne sais pas s'ils sont tous d'accord, mais enfin... Alors, pas tous. L'Inde, par exemple, est très pro-Israël. D'accord. Donc, il y en a quelques-uns qui sont quand même pro-Israël. Par anti-musulmans. Oui, bien sûr. Oui, en même temps, c'est pas compliqué. Ça se comprend, en l'occurrence. La vie est parfois simple. Oui, là, en l'occurrence, on comprend bien. C'est quoi les enjeux pour la France et pour l'Europe dans un monde où Trump veut sortir de l'OTAN? Donc, du coup, toute cette idée de les États-Unis vont protéger, etc. Enfin, je ne sais pas s'il va le faire, hein, mais je pense qu'il est assez fou pour faire ce qu'il dit. En même temps, c'est l'avantage d'une personne comme Trump, c'est qu'il fait ce qu'il raconte, en général. Et qui peut changer d'avis aussi. Il n'a aucun amour-propre, et donc il est capable de changer d'avis quand ça l'arrange. Beaucoup d'ego, mais pas d'amour-propre. Donc, c'est quoi les enjeux dans un monde multipolaire, où la puissance est en train de bouger quand même, où les États-Unis sont en train de... En tout cas, il y a une volonté de quitter l'OTAN, sur ces postures par rapport à la Russie et par rapport à Israël. On va parler de ces 2 conflits-là, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Je pense que on peut pas séparer chaque conflit de fait. Paradoxalement, même s'ils ont des racines qui sont très différentes, ils sont aujourd'hui interconnectés de plusieurs manières. D'abord par les acteurs. L'Iran fournit des armes à la Russie contre l'Ukraine. La Corée du Nord, tout d'un coup, se retrouve impliquée sur le front ukrainien, etc., etc. Mais je pense que l'enjeu global, c'est celui des rapports de force de l'avenir. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que se décide le monde des 20 prochaines années. Et donc, je parlais tout à l'heure du monde de 1945. Par quoi on le remplace et comment on le remplace? C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, chaque fois qu'on a voulu changer de monde, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, conflit entre puissances, on crée la Société des Nations au traité de Versailles, et en se disant, c'est l'organe qui va empêcher la guerre. Bon, ça n'a rien empêché du tout. Ça a d'autant moins empêché que les Américains n'en font pas partie, parce que Woodrow Wilson, le président américain qui vient négocier le traité de Versailles, Wilson, quand on pense à ça, cette époque, Wilson passe 6 mois à Paris. Le président américain passe 6 mois à Paris en 1919
pour négocier le traité de Versailles. Il rentre aux États-Unis, il se fait désavouer par le Congrès, qui ne veut pas se mêler des affaires du monde, qui dit les Européens, ils nous ont assez fait chier comme ça, on ne veut pas en être. Et les Américains ne sont pas dans la Société des Nations. Donc, on connaît la suite, la montée du nazisme, le fascisme, etc., les guerres qui reprennent. Les Américains viennent dans la Seconde Guerre mondiale, et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils deviennent une puissance hégémonique parce qu'ils en sortent. C'est le seul pays, c'est quand même extraordinaire, c'est le seul pays qui sort de la guerre plus fort qu'il n'y est entré. Parce que, un, il n'y a pas eu de combat sur leur sol. Deux, leur industrie a tourné à plein régime pour l'industrie d'armement du monde entier, y compris de l'Union soviétique. Ils ont livré énormément d'armes aux soviétiques pendant la guerre. Et trois, ils prennent la décision qu'on ne recommencera pas l'erreur de 1919. On va rester, le seul moyen d'éviter que tous les 30 ans il y ait le chaos du monde, c'est qu'on en soit les maîtres. Donc c'est ce qui se passe à la sortie. Et on crée les Nations Unies, etc. Donc, première tentative de régler le monde, c'est à la sortie de la Première Guerre mondiale. Deuxième tentative d'organiser un monde avec une gouvernance mondiale, etc. Deuxième Guerre mondiale. On a une expérience réussie qui est celle de la chute du mur. Donc, 1989, on a la fin d'un monde, véritablement, le partage en bloc, l'accession de tous les pays de l'Est à la liberté, l'éclatement de l'URSS par la suite. Et on a une période de flottement incroyable. En fait, tout le monde a oublié cette histoire. Moi, je l'ai suivie au jour le jour à l'époque, pour Libération. Il y avait des risques extraordinaires. Il y avait eu une peur à un moment. On a l'URSS qui implose, avec des milliers de têtes nucléaires sur son sol, dont on ne sait pas comment elles vont, dans quelles mains elles vont tomber. Il y a la question des frontières qui ressurgit. La réunification allemande, elle a buté pendant des mois sur la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, la frontière Oder-Neisse. Et la France s'est opposée à l'Allemagne parce qu'elle ne voulait pas que la réunification se fasse avant que la question de la frontière soit réglée. Vous voyez, c'est des sujets qui sont sur lesquels on fait la guerre normalement. Et là, il se trouve qu'il y avait un alignement des planètes qui était plutôt bon, entre Gorbatchev, Kohl en Allemagne, Mitterrand en France, le Bush père aux États-Unis. Même Thatcher s'est montré très raisonnable dans cette période. Et ces dirigeants-là ont réussi à gérer, sur un espace de 2 ans, une période de très forte turbulence. Et ça a marché. Il y a eu sûrement des erreurs de fait qu'on paye aujourd'hui dans les rapports avec la Russie, etc. Mais le fait est que l'Europe a retrouvé une certaine stabilité et que même des sujets extrêmement intéressants. Mais par exemple, quand on allait en Hongrie, en 89, 90, 91, donc après la chute du mur, le hongrois est une langue très compliquée, on ne comprend rien, on comprenait un mot. Trianon. On se dit, mais pourquoi ils parlent tous de Trianon ? Parce que le traité de Trianon, à la fin de la Première Guerre mondiale, a amputé la Hongrie d'une partie de son sol et d'une partie de sa population, qui explique qu'aujourd'hui, il y a une très forte minorité hongroise en Roumanie, en Ukraine et en Serbie. Et que ça a été une blessure pour la Hongrie qui s'est retrouvée réduite. Et ensuite, ça a été congelé par toutes les années de conflits, de communisme, de machin, etc. Et que tout d'un coup, le couvercle est levé, et ben on reprend la conversation d'avant. C'est-à-dire la rancœur vis-à-vis de Trianon. Pourquoi il n'y a pas eu la guerre ? Parce qu'ils étaient prêts à faire la guerre pour récupérer la partie qui était à eux autrefois en Roumanie. Pourquoi il n'y a pas eu la guerre ? Parce qu'on leur a donné la perspective européenne. Et qu'aujourd'hui, la Hongrie et la Roumanie sont dans l'Europe, que le fait qu'il y ait une frontière n'a plus aucune importance et que ça a complètement apaisé une source de conflit absolument colossale. Donc ça a été un moment de rupture de l'ordre mondial et de construction d'un autre ordre mondial qui a été bien géré, sans conflit, sans guerre et sans drame. Aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent, parce qu'on voit bien qu'on est à la fin de cet ordre de 45, je parlais tout à l'heure, qui prend l'autre de tous les côtés, qui craque et qui ne marche plus. Sauf qu'on est à un moment où il y a 2 guerres majeures, Ukraine et Proche-Orient, et quelques autres, et on a des dirigeants qui sont au mieux irresponsables,
au pire... oui, je ne sais pas comment les qualifier. Enfin bref, de Poutine à Trump, en passant par Xi Jinping ou même Macron et Netanyahou, Erdogan, etc. Enfin, il y a quand même une galerie de portraits aujourd'hui du leadership mondial qui est tout sauf rassurant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et qui fait que la redéfinition de cet ordre mondial aujourd'hui se fait dans la douleur. Et qu'on n'a pas fini d'en voir les conséquences. Et c'est là que tous ces conflits sont importants parce qu'ils sont des marqueurs de ces nouveaux rapports de force qui vont sortir de la crise. Et c'est ce que vous voyez, il y a eu un appel il n'y a pas longtemps de l'ancienne présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Et elle a fait un discours qui a été très remarqué, dans lequel elle lance un appel aux Américains en disant « N'aidez pas Taïwan ». Ce qui semblait surprenant de la part de quelqu'un qui est menacé par la Chine, etc. Oui, a priori, on ne s'attend pas à ça. Elle dit « N'aidez pas Taïwan, aidez l'Ukraine ». Parce que si vous lâchez l'Ukraine et que Poutine gagne en Ukraine, ça donnera des ailes à Xi Jinping en Chine pour attaquer Taïwan. Et c'est-à-dire, on voit à quel point tout est lié aujourd'hui et que ces rapports de force-là, ils seront déterminants pour sans doute les 20 prochaines années et ils passent aussi par la guerre et la paix, par la négociation ou la rupture. Tu parlais tout à l'heure de l'après-chute du mur. Est-ce que tu peux me faire Parce qu'en fait, autant Israël, on va y revenir, mais les avis sont assez séparés. Mais sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je crois qu'en France, en tout cas, très majoritairement, les gens sont pro-Ukraine et contre la Russie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi certaines personnes sont plutôt pro-Russie, comment les États-Unis, à l'époque, plutôt que d'aider la Russie à se relever, ils ont encore plus appuyé pour appuyer leur pouvoir. Et c'est peut-être ça aussi le truc qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont pro-Russie et comment on explique ça ? Alors, argumentaire de l'autre côté, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Revenons d'abord à ce qui s'est passé après 89. En fait, une partie du débat tourne autour de l'extension de l'OTAN. Pourquoi l'OTAN a avancé en direction de la Russie ? Et moi, franchement, j'ai vécu cette période. Quand on allait à Prague, à Budapest, à Varsovie, dans les États baltes, etc., ils n'avaient qu'une seule peur, c'était que la Russie se relève et revienne chez eux. C'était tout frais. Hein, et donc, leur priorité, c'était pas l'Union européenne, donc la sécurité économique, c'était l'OTAN, la sécurité militaire. Et ils avaient bien compris une chose, c'est que dans l'OTAN, il y a l'article 5. L'article 5, c'est celui de la solidarité automatique. Si un pays est attaqué, on est tous derrière lui. Et c'est ça qu'ils voulaient. Donc, il y a sans doute un jeu de duplicité américain qui voulait tailler des croupières à la Russie, profiter de sa faiblesse, etc. Il y avait aussi une demande qui venait d'en bas, dans tous les peuples d'Europe centrale et orientale, de cette quête de sécurité. Parce que c'était leur priorité, ne pas revivre le traumatisme historique dont ils venaient à peine de sortir. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'évolution de ces années-là. Après, la Russie a été un cas incroyable, parce que il y a eu une partie des États-Unis et de l'Occident qui ont tenté d'aider la Russie. Il y a des images assez extraordinaires de Yeltsin avec Clinton, par exemple, où ils se marrent à la tribune. On a l'impression qu'ils ont bu tous les deux et pas seulement Yeltsin. Et il y a eu une partie de l'élite économique américaine qui a cherché à convertir la Russie à l'économie de marché, etc. Et moi, il se trouve que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a participé à ça, qui était banquier, qui a passé 1 an à Moscou à l'époque de la privatisation des grandes entreprises. Et on distribuait des coupons à tous les travailleurs, à tous les salariés des grandes entreprises, qui étaient une sorte d'action de l'entreprise. Et il y a eu un moment, les oligarques qui se sont créés, en ramassant tous les coupons en échange de bouchées de pain. Et la personne à laquelle je pense m'a raconté des années après que
tous les experts étrangers envoyés par le FMI, qui étaient des banquiers, en gros, de tous les pays occidentaux, qui aidaient à la création de ce nouveau système économique en Russie, ont fait un rapport au FMI en disant « mais on est en train de participer au casse du siècle ». Où il y a une poignée de personnes qui sont en train de faire main basse sur toute l'économie russe. Et on leur a répondu « mêlez-vous de ce qui vous regarde ». C'est-à-dire que il y a eu une sorte d'omerta sur la transformation de la Russie d'une économie dirigée communiste déficiente en une économie mafieuse tout aussi déficiente. Et donc, mais qui était... je ne suis pas sûr que ce soit un grand complot international pour transformer la Russie comme ça. Mais je pense qu'en gros, il y a eu un mépris qui a été... En gros, voilà, c'est leur mode de vie, c'est leur culture. Qui sommes-nous pour aller empêcher les potes du tsar de s'en mettre plein les poches. Et c'est ça qui a transformé la Russie dans ces années Yeltsin, avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire cette oligarchie absolument dramatique et une économie qui n'a jamais réussi à créer une classe moyenne, à amener de la prospérité dans certains coins de la Russie. Et je pense que ce mépris, par exemple, la dernière conférence de presse d'Obama, avant son départ de la Maison-Blanche, il a fait une sortie sur la Russie qui m'avait sidéré. Et je ne comprenais pas pourquoi il avait besoin de dire ça. Il a dit, il était interrogé sur la Russie, et il dit « Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Russie ? C'est le PIB de l'Espagne. C'est un petit pays. » Voilà. Il en parlait avec un mépris et une certaine arrogance dont je ne voyais pas l'utilité. Et je pense que voilà, on n'a pas... les Américains en particulier n'ont pas réussi n'ont pas voulu, sans doute, redonner à la Russie sa fierté. Et il y avait... j'étais récemment au Centre Pompidou, il y avait la diffusion d'un documentaire de Volker Schondorf avec Gorbatchev. C'est un entretien avec Gorbatchev. Et Gorbatchev dit dans ce documentaire quelque chose d'intéressant. Il dit « Les Américains se sont comportés comme s'ils avaient gagné la guerre froide. » Et il dit « Or, nous l'avons tous gagné la guerre froide. » Il dit « Sans moi, la guerre froide ne se serait pas terminée comme ça. » Il dit, si ça avait été un autre que moi, si le coup d'État, par exemple, avait réussi avec les généraux dans l'été 91, il y aurait toujours le mur de Berlin aujourd'hui, il y aurait toujours les tanks face à face entre deux Allemagnes, etc. Et donc, il disait, les Américains ont eu le tort de se comporter en vainqueurs, alors qu'ils ne sont pas nécessairement les seuls vainqueurs, puisque tous ceux qui voulaient abattre ce système ancien ont été les co-vainqueurs, mais n'ont pas été reconnus comme tels. Et donc, il y a cette erreur historique qui est sans doute énorme. Un dernier petit point là-dessus. Il y a eu un moment très intéressant, c'était une initiative de Mitterrand. François Mitterrand, je crois que c'est fin 90, donc on est après la chute du mur, et l'URSS existe encore. Et Mitterrand propose la Confédération européenne. Mitterrand ne voulait pas d'un élargissement trop rapide de l'Europe, parce qu'il avait peur que ça nuise, et il avait raison, à l'approfondissement. Il y avait le grand débat à l'époque, c'était élargissement ou approfondissement. Et il pensait qu'il y avait effectivement une urgence politique à répondre à l'attente des pays d'Europe centrale et orientale, mais que ça n'était pas, mais que ça se ferait au détriment de la construction européenne. Plus on élargissait trop vite et plus elle se diluait. Et donc il a sorti une formule de compromis qui était une confédération européenne, dans laquelle il y aurait les pays de l'Union européenne, qui s'appelait à l'époque la Communauté européenne, les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale qui n'étaient pas encore membres de la CE, et l'URSS. Et là, les Américains ont saboté cette initiative. Il y a eu un sommet à Prague, co-organisé par Václav Havel,
qui était à l'époque président de la Tchécoslovaquie, qui n'avait pas encore éclaté, et Mitterrand. Et les Américains ont saboté ça parce qu'ils se sont dit, mais ils vont faire une construction d'un espace dans lequel il y aura l'URSS, mais il n'y aura pas nous. Puisque les Américains ne sont pas européens. Par définition. Et ce truc a capoté immédiatement parce que tous les pays d'Europe centrale, les Américains leur ont dit en gros, si vous allez dans le truc de Mitterrand, oubliez l'OTAN. Et donc eux ont dit, on n'a rien à foutre de Mitterrand, nous on veut l'OTAN. Et le grand paradoxe de cette histoire, c'est que cette idée de cette confédération européenne, elle a ressurgi il y a 3 ans, c'est la communauté politique européenne. C'était une idée de Macron qui a été créée, qui ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, mais qui est un espace dans lequel il y a toute l'Europe, et pas simplement les pays de l'Union européenne. Il y a les Turcs, il y a les Anglais, il y a les Balkans, il y a l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Il n'y a pas les Russes, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, mais c'est un peu la reprise de cette idée dans laquelle on crée une institution souple qui permet d'avoir un début de solidarité continentale et pas simplement basée sur t'appartiens ou t'appartiens pas à une institution. Et c'est la reprise de cette idée qui était dans l'air, donc qu'avait proposé Mitterrand 30 ans plus tôt. Et on se dit, mais il y a peut-être eu une occasion historique ratée à ce moment-là de construire quelque chose, surtout qu'un an plus tard, l'URSS n'existait plus. C'est ça qui est quand même extraordinaire dans cette affaire, c'est que tout ce fantasme qu'ont eu les Américains sur le fait qu'on allait créer un truc dans lequel il y aurait les Soviétiques et pas les Américains, un an plus tard ne se posait même plus. Mais bon, peut-être qu'ils ne voulaient pas une puissance européenne vraiment en même temps. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un grand paradoxe américain. C'est que d'un côté, ils poussent l'Europe à... Il y a cette phrase célèbre de Kissinger, c'est l'Europe, c'est quel numéro de téléphone ? Qui est en gros l'air de dire on ne sait plus à qui parler parce que est-ce qu'on parle aux Allemands à Bruxelles, à la France, etc. Donc quel numéro de téléphone, ce qui pousse les Européens à s'organiser, et puis dès qu'ils s'organisent trop, on dit mais vous êtes en train de saboter l'Alliance Atlantique, etc. Mais alors t'as pas exactement répondu à ma question, parce que ma question c'était, si tu te souviens, comment tu fais l'avocat de la Russie. Oui, d'être pro. Alors, je pense que les pro-russes ont deux raisons aujourd'hui de défendre Poutine. La première, c'est le besoin d'un contrepoids à l'Amérique. Typiquement, Mélenchon a une vision très latino-américaine du monde, et le grand méchant Yankee ne doit pas être hégémonique, et donc qui est là pour servir de contrepoids ? C'est Poutine, c'est Xi Jinping, et il est très gentil avec eux, et il a une complaisance vis-à-vis de ses pouvoirs sans prendre en considération la nature de ses pouvoirs, qui n'ont rien de progressiste et qui n'ont rien de conforme au discours qu'il tient par ailleurs sur d'autres sujets, mais par nécessité, à ses yeux, de faire contrepoids à l'Amérique. Le deuxième, qui est plus troublant, c'est que la Russie se présente aujourd'hui comme le grand défenseur d'un certain conservatisme chrétien. Et c'est quelque chose qu'on prend pas en considération en France par certains côtés, parce que on est un pays dans lequel le poids de la religion est beaucoup plus faible qu'ailleurs et beaucoup plus quasiment inexistant, et que l'idée d'un défenseur de l'Occident chrétien ne nous parle pas. En revanche, ce qui parle à certaines personnes et qui explique des sympathies pro-russes, c'est que sur les questions, par exemple LGBT, sur les questions de mœurs, sur les questions de valeurs chrétiennes et de questions sociétales, etc., Poutine trouve un écho, et pas seulement en France, mais aussi en Afrique, par exemple. Il faut voir la propagande russe en Afrique sur le thème on n'est pas comme ces dégénérés d'Européens de l'Ouest, nous on est contre l'homosexualité, comme vous. Et on encourage le traditionnalisme culturel de ces pays, ce qui est très paradoxal, parce que les liens entre la
culture traditionnelle du Cameroun et l'Église orthodoxe russe sont pas évidents, mais c'est un discours qui porte et qui trouve, par exemple, je sais pas, des gens comme De Villiers ou de cette frange de l'extrême droite. Mais Marine Le Pen, elle, je pense que c'est plus opportuniste que ça, parce qu'elle est elle-même n'est ni catho-tradi, ni coincée sur les questions de valeurs et de mœurs, etc. Les gens qui votent pour elle. Oui, ouais. Et donc je pense que c'est ces deux questions qui rallient des gens très divers, qu'elles soient géopolitiques, d'équilibre géopolitique ou de défense d'un certain traditionnalisme chrétien. Et alors étrangement, j'ai entendu tout un documentaire sur les liens entre Trump et la Russie. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que je me dis, en fait, historiquement, la Russie s'est battue, et en tout cas, ce que tu disais, c'est on veut pas de l'hégémonie des États-Unis. Et en fait, alors évidemment, c'est improuvable, etc. C'est très compliqué à prouver, mais Trump, il est très très lié à la Russie. Ils ont beaucoup de dossiers sur lui a priori. Donc. Oui, alors cette question, elle est compliquée. Le documentaire auquel tu fais référence, je l'ai vu aussi. Il n'y a pas ce qu'on appelle le smoking gun, c'est-à-dire la preuve absolue qu'ils tiennent Trump par un côté ou par un autre. Il y a des liens. Il y a même une histoire. Il avait organisé un Miss Monde à Moscou. Il y a plein d'histoires entre Trump et la Russie. Et lorsqu'il était au pouvoir la première fois, il y a quand même des signes que la Russie a favorisé par les réseaux sociaux, etc., son élection. Et deux, il a été bizarre avec Poutine. Voilà. Là, sa rencontre, notamment à Saint-Pétersbourg, si on analyse le body language, le corporel, les signes corporels des deux hommes, c'est très étrange. C'est pas le leader de la superpuissance américaine face à celui de la Russie. C'est autre chose qui est assez inexplicable. Il y a l'explication que je trouve la plus convaincante, c'est que les Russes ne souhaitaient pas nécessairement la victoire de Trump, ils souhaitaient la victoire de la confusion. Oui, c'est ça. Et que ce qui les arrange dans Trump, c'est pas qu'il tienne l'homme et qu'il va faire exactement ce qu'il veut. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne fait pas exactement ce que veulent les Russes. Et sur l'Ukraine, je ne pense pas qu'il fera exactement ce que veulent les Russes. On ne sait pas encore. Hein, il le ferait, hein, il est possible qu'il le fasse, mais en tout cas, c'est pas garanti. En revanche, plus les États-Unis sont dans un état de confusion politique, de polarisation absolue, de conflictualité interne, etc., et mieux ça arrange les affaires de la Russie et accessoirement de la Chine. Et de la Chine, parce qu'on dit aussi que la Chine a fait beaucoup d'ingérence à travers TikTok, à travers l'algorithme tout simplement en fait. Oui, alors là aussi c'est un sujet extraordinaire et le grand paradoxe c'est qu'aujourd'hui Trump ne veut plus interdire TikTok. TikTok a été interdit par un vote du Congrès, ils leur ont donné je ne sais pas combien de mois pour vendre la branche américaine, puisque... Mais avec le même algorithme, donc dans l'absolu. Oui, mais qui serait vendu à des intérêts américains. Donc ça serait entre des mains sûres. Et Trump, qui avait demandé ça il y a 2 ans, avait poussé à l'interdiction de TikTok, tout d'un coup prend les républicains à contre-pied en disant non, je veux plus. Et il y a un énorme paradoxe là-dedans, parce que l'explication, elle est très simple et elle est très trumpienne. C'est que l'un des gros bailleurs de fonds de Donald Trump s'appelle Jeff Yass. C'est un multimilliardaire. Jeff Yass possède 12% du capital de ByteDance, qui est la maison mère de TikTok en Chine. Et 12% de ByteDance, ça fait à peu près 20 milliards de dollars. Et Jeff Yass dit à Trump, moi je soutiens ta campagne, mais t'arrêtes ces conneries sur TikTok. Et donc aujourd'hui, Trump fait des pieds et des mains pour essayer de sauver TikTok. Ce qui par ailleurs le rendrait très populaire dans une partie de la jeunesse américaine qui n'a pas envie de voir disparaître TikTok. Mais c'est vrai que cet algorithme pose question. Et on a vu cet autre exemple qui est quand même extrêmement lumineux, mais dont il est difficile de tirer des leçons, c'est ce qui s'est passé en Roumanie. Donc, élection présidentielle en Roumanie, je crois que c'est en novembre 2024. Et le candidat qui arrive en tête du premier tour, c'est quelqu'un qui n'était même pas pris en compte dans les sondages tellement il était bas. Et
Donc il arrive en tête et il a toutes les chances de gagner au deuxième tour. Et on découvre, et le premier tour a été annulé par la Cour suprême ou par je ne sais pas quelle instance suprême roumaine, ce qui est la première fois dans une élection en Europe de l'Ouest, en Europe tout court, depuis des décennies, sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas vérifié. Parce que cet homme a utilisé des millions de dollars dont on ne sait pas d'où ils viennent, apparemment d'un oligarque, pour créer des faux comptes par milliers sur TikTok, et s'est créé un personnage sur TikTok qui a envahi la sphère, et c'est comme ça qu'il a, en l'espace de 3 semaines, saturé l'espace roumain et qu'il arrivait en tête. Et alors, d'où vient l'argent, pour qui il roule, etc. Il se trouve que ce type est d'extrême droite, qu'il a été contre la guerre en Ukraine, etc. Donc il y a évidemment un soupçon vis-à-vis de la Russie. Je ne sais pas s'il y aura des enquêtes, mais enfin en tout cas, ça reste à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est le pouvoir de TikTok dans cette affaire qui a créé, avec beaucoup d'argent, un candidat en peu de temps. Et ce qui montre la puissance de ce système, de cet algorithme de TikTok. L'autre chose intéressante dans ce cas-là, c'est que la Roumanie est un pays dans lequel le système d'information s'est écroulé. Il y a, par exemple, les messageries qui distribuent la presse dans tout le pays ont été mises en faillite. Donc un journal de Bucarest n'est pas lu ailleurs dans le pays. La télévision publique est nulle et toute la scène roumaine est tenue vraiment par 2-3 télés d'infos continues qui sont des Fox News en robinet ouvert, de populisme voilà. Et ça en dit long sur le fait que lorsqu'il n'y a plus de système d'information crédible, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Et moi, ça me fait penser, il y a une citation d'Hannah Arendt que j'adore parce qu'elle décrit notre monde. Hannah Arendt disait dans les années 70, donc avant Internet, elle disait « Lorsqu'on vous ment, on ne cherche pas à vous faire croire le mensonge. On cherche à ce que vous ne croyiez plus en rien. Et à partir du moment où un peuple ne croit plus en rien, on peut lui faire n'importe quoi. » Et je pense que c'est le monde dans lequel on est entré. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à croire une vérité contre une autre, on est là à se dire « mais tout le monde ne raconte que des conneries ». Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode.